Pour 185 contre 184, l'Assemblée nationale a adopté. Un texte porté par le RN a été approuvé par l'Assemblée nationale. Victoire inédite sur une cause soutenue depuis des mois par la droite et l'extrême droite, la dénonciation de l'accord de 1968 entre Paris et Alger. Cette prise de position a des racines très profondément ancrées dans l'histoire coloniale française. Et nous examinerons entre compatriotes tout ce qu'il y a lieu de faire pour que l'avenir de l'Algérie soit ce qu'il doit être. Prospère, heureux, pacifique et fraternel. Les opposants à la guerre d'Algérie ont été très longtemps ultra minoritaires. Tout le reste, ne l'oublions jamais, de la population était Algérie française. En Algérie, cette semaine commencée dans le calme a vu jeudi la reprise des attentats de l'OAS. La liste des explosions s'allonge. L'OAS comprendra-t-elle la criminelle folie de ces méthodes aveugles qui heurtent toutes les consciences ? Un grand nombre des fondateurs du Front National étaient des gens de l'OAS et des gens de l'Algérie française. On n'a pas à s'illusionner sur les transformations du FN en RN. Et les Algériens nous ont fait savoir que vous pouvez garder nos racailles. Ceux qui auront choisi la nationalité algérienne pourront rentrer en Algérie. L'Algérie continue et ne cesse d'humilier notre nation. Sans un rapport de force, nous n'obtiendrions rien de l'Algérie. L'histoire coloniale a été justement le terrain d'entente premier de ces deux courants et on retrouve ça exactement dans le vote de la semaine dernière. Eh bien, je m'appelle Alain Ruscio, je suis spécialiste d'histoire coloniale française. Ça fait quelques dizaines d'années que je travaille sur la question, sur l'Indochine dans un premier temps, et désormais sur l'Algérie, on m'a concentré un petit peu sur l'Algérie, dont mon dernier ouvrage, La première guerre d'Algérie, qui parlait de la conquête menée par Bugeaud et défendue par le peuple algérien derrière Abdelkader. Cette prise de position a des racines très profondément ancrées dans l'histoire coloniale française. Je dirais que d'un certain point de vue, pour paraphraser une formule célèbre, je dirais que la revanche vient de loin, ou l'esprit de revanche vient de loin, puisque la revanche, il faudrait quand même qu'il se lève de bonne heure pour l'obtenir. Mais l'esprit de revanche, oui. Cette alliance de fait a été un petit peu masquée par la grande figure du général de Gaulle, qui est arrivé dans les fourgons de l'armée française, ne l'oublions jamais. Un de nos collègues qui s'appelle Christopher Nick a écrit un magnifique livre qui s'appelle Le coup d'État démocratique. Et n'oublions jamais non plus que de Gaulle est arrivé sur une thématique de défense et modernisation, les deux mots étant liés, de l'Algérie française. Il a crié, je crois, le 8 juin 1958 à Mostaganem, vive l'Algérie française. Il ne l'a dit qu'une seule fois, mais c'était dans cet esprit-là. Donc, à ce moment-là, il y avait une sorte de symbiose. Qui étaient les opposants à la guerre d'Algérie? Ne l'oublions jamais, parce qu'il faut revoir cette histoire, y compris celle de la gauche française d'ailleurs en face. Les opposants à la guerre d'Algérie ont été très longtemps ultra minoritaires. Je pense évidemment aux groupes clandestins ou semi-clandestins des porteurs de valises. Je pense aux militants syndicaux, essentiellement de la CGT, aux militants communistes, avec les circonvolutions que j'ai étudiées dans un autre ouvrage sur les évolutions du PCF. En tout cas, voilà, c'était une stricte minorité. Tout le reste, ne l'oublions jamais, de la population française était Algérie française. Je parle bien sûr en 1954, les évolutions ont lieu après. Mais c'est quand même de ce terreau-là qu'est né donc ce consensus qui a été façonné par des générations et des générations de propagande pro-coloniale du parti colonial, comme on disait à l'époque, qui commençait sur les bancs de l'école et qui continuait dans la grande presse. Et c'est au milieu d'une population où se mêlaient les deux communautés et qui répétait des acclamations sans fin que le général a pu dire: il faut qu'il n'y ait en Algérie rien d'autre que 10 millions de Français avec les mêmes droits. Dans l'occasion qui va être offerte dans 3 mois à la totalité des citoyens français, l'Algérie tout entière doit démontrer qu'elle est organiquement une terre française. Pour beaucoup de Français de cette génération, le maintien de l'Empire, comme on disait Union française pour essayer de masquer un petit peu le mot de colonialisme, le maintien de l'Empire était lié à la grandeur de la France.
grandeur économique, grandeur géostratégique, etc. Donc tout cela n'a pas disparu et est réapparu progressivement, d'abord bien sûr porté par la mouvance d'extrême droite. N'oublions pas que Jean-Marie Le Pen a été directeur de campagne de Tixier-Villancourt en 1965. Bon, ça dit peut-être pas grand-chose aux plus jeunes auditeurs, mais Tixier-Villancourt était l'avocat de l'OAS, donc voilà, les liens étaient là. Et puis, progressivement, naissance du Front National, 1972, comme par hasard, 10e anniversaire des accords d'Évian. Et puis, progressivement, une partie de la droite traditionnelle, disons, non extrême, a commencé à se rapprocher de cette extrême droite. Et ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que l'histoire coloniale a été justement le terrain d'entente premier de ces deux courants, et on retrouve ça exactement dans le vote de la semaine dernière sur initiative du Rassemblement national, le ralliement avec armes et bagages d'une grande partie de la droite française. L'OAS, c'était l'organisation armée secrète, qui a été créée très tardivement, qui est une sorte de regroupement de tous les derniers partisans de l'Algérie française qui ont joué un petit peu sur le malheur de la population pied-noir. Première information qui peut être même certainement interpeller, l'OAS a été créé en terre franquiste. L'OAS a été créé à Madrid en février 1961, donc c'est quand même déjà une sorte de clin d'œil. Qui étaient les fondateurs de l'OAS? C'était d'une part des officiers de haute volée, parmi lesquels le général Salan, enfin l'ex-général Salan, puisqu'il a été dégradé, que je me refuse toujours à dire général désormais, Raoul Salan, avec des intellectuels d'extrême droite comme Jean-Jacques Susini, mais également avec toute une frange des irréductibles de l'Algérie française au sein de la population française d'Algérie. L'OAS est une organisation non seulement néo-fasciste, mais également criminelle. Alger, 26 mars, une manifestation de masse déclenchée par l'OAS, provocation, énervement, des coups de feu éclatent, une fusillade d'une violence inouïe se déclenche, 49 morts, 150 blessés. Ils ont assassiné délibérément un grand nombre d'Algériens déjà, de musulmans comme ils disaient à l'époque, mais également des Français qui étaient partisans soit de la négociation avec le FLN, soit tout simplement de l'indépendance. Je pense en particulier au commissaire Roger Gavoury, qui était commissaire principal de la ville d'Alger, qui n'avait pas les engagements politiques, mais qui était un homme légaliste, a été assassiné d'une façon absolument horrible par l'OAS. Et puis ensuite, l'OAS a exporté la question algérienne en France sous forme de violence. Et en ce qui me concerne, quand j'étais vraiment très jeune, j'ai des souvenirs au moment de la guerre d'Algérie, en plein Paris, il y avait ce qu'on appelait des nuits bleues, au cours desquelles il y avait des attentats à peu près toutes les heures, et ça a duré pendant donc février 61 jusqu'à mars 62, ça fait une année. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'était une année d'intense violence. Et puis ensuite, l'OAS a continué. Ça s'est manifesté donc par des attentats aveugles. Et je pense par exemple à l'attentat contre la maison d'André Malraux, qui a amené la petite fille Delphine Renard d'être violemment blessé et là c'est devenu aveugle par la suite. Je pense également aux attentats nombreux contre le général de Gaulle, ou tentatives d'attentats qui ont tous échoué, mais d'une façon in extremis en quelque sorte. Donc voilà, l'OAS c'était ça. L'OAS c'était la violence comme réponse aux aspirations indépendantistes du peuple algérien et aux quelques Français qui avaient manifesté leur solidarité avec cette indépendance. Un grand nombre des fondateurs du Front National étaient des gens de l'OAS, et les gens de l'Algérie française étaient d'anciens baroudeurs en Indochine. N'oublions jamais la guerre d'Indochine, qui a été un peu les prémices heureuse pour le peuple vietnamien de la décolonisation. Donc voilà, toute cette frange de nostalgiques de l'Empire, additionnée aux nostalgiques de Vichy. Le Front National, première mouture, c'était ça. C'était véritablement une alliance idéologique très poussée entre donc tous ces passéistes
mais qui s'accrochait à des valeurs surannées du colonialisme, du fascisme, de la révolution nationale de Pétain, etc. Donc voilà, ça a été le terreau un petit peu, ne nous illusionnons pas, je pense que ce n'est pas le cas de beaucoup de gens de gauche, on n'a pas à s'illusionner sur les transformations du FN en RN. La matrice est toujours la même, la matrice est toujours qui se manifeste aujourd'hui en plus par le rejet de la population d'origine maghrébine qui vit dans notre pays et qui sont tous des citoyens français. Je dirais que la question coloniale ou la question de la mémoire coloniale est une magnifique illustration du en même temps macronien ou macroniste, je sais même pas comment on dit. Et donc effectivement cette façon de faire quelques avancées. Alors je mets entre parenthèses ces déclarations avant son élection qui sont manifestement des déclarations démagogiques faites en Algérie pour probablement essayer un petit peu de se concilier les autorités algériennes, ce qui est donc nul et non avenu. Par contre, depuis qu'il est président, il a fait des pas en avant. Alors des pas en avant par rapport à qui? Par rapport à ses prédécesseurs qui n'avaient rien fait. Donc c'est pas bien compliqué. On peut dire que les divers présidents qui ont précédé Macron ont brillé soit par leur silence, soit par leur négationnisme. Voir le discours de Sarkozy à Dakar, l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Et puis toutes ces réécritures, la gloire de la France, l'empire gloire de la France, qui était une des thématiques du macronisme. Et puis François Mitterrand, n'en parlons pas, parce que il avait effectivement un lien très direct avec l'histoire de la guerre d'Algérie, et je pense qu'il n'avait pas trop envie qu'on revienne sur ces choses. Je rappelle par exemple que François Mitterrand a toujours refusé de s'exprimer sur sa signature au bas des arrêts de mort pendant la guerre d'Algérie, lorsqu'il était garde des Sceaux dans le gouvernement Guy Mollet. Souvent, la masse ignorante ne sait plus où se trouve son devoir. Il est donc de notre devoir à nous de faire peser la force du côté de l'ordre, du côté de la France, du côté de la concorde entre les citoyens. Mais nous châtierons d'une manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur, les responsables. Il a signé plusieurs dizaines, je crois, lors d'une quarantaine d'arrêts de mort, de confirmation. Donc, il n'a pas conseillé au président de la République d'utiliser son droit de grâce. Donc voilà, c'est le fait, parmi lesquels Fernand Yveton, qui est aujourd'hui considéré par beaucoup comme un martyr, mais n'oublions jamais que Fernand Yveton est célèbre dans certains cercles parce que c'était un Français d'Algérie, mais qu'il y a eu de l'ordre de 200 Algériens musulmans qui ont été guillotinés pendant cette guerre. Je reviens à Macron et en même temps. Prenons l'exemple, par exemple, du 17 octobre 61, donc le massacre d'Algériens en plein Paris. Macron est allé devant le pont de Besançon pour faire un discours sensible, je n'en disconviens pas, mais avec une faille considérable, à savoir qu'il a dénoncé Maurice Papon comme le responsable des massacres. Maurice Papon a été l'exécutant des ordres d'un État. Un conseil des ministres restreint a décidé le couvre-feu imposé aux Algériens en France, ce qui était d'ailleurs complètement illégal. Le 6 octobre 61, Conseil des ministres dirigé par Michel Debré, avec Roger Frey, avec Pierre Messmer, voilà, des gens qui étaient vraiment les représentants directs de l'État. Et on ne peut pas imaginer que le général de Gaulle n'ait pas été informé et complice de cette chose-là. Donc, le 17 octobre 61, ce n'est pas l'initiative d'un type particulièrement nauséabond qui s'appelait Papon, c'est un crime d'État. Voilà le genre de limite, que
Macron opère. Et donc, aujourd'hui, c'est cette timidité dans la reconnaissance du colonialisme globalement comme une tâche sur l'histoire de France amène justement ces alliances progressives inacceptables et immorales entre l'extrême droite et une partie de la droite française, y compris des macronistes qui se sont abstenus ou qui ont permis ce vote absolument scandaleux.